Docteur Diana Kadouche, c'est vrai que quand il fait chaud, on a l'impression d'avoir un peu moins faim, de manger un peu moins c'est le printemps, l'été. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Parce que je pense qu'il y a une explication. Ah ouais, heureusement, il y a une explication, et c'est une explication dite physiologique. Je vais vous le montrer ici. Quand il fait chaud, eh bien, notre organisme, son but ultime, c'est avant tout de maintenir notre température corporelle qui, je vous le rappelle, est autour de 37 degrés. Or, eh bien, lorsque l'on mange, et on voit bien, très beau dessin ici, lorsque l'on mange, qu'on digère et qu'on métabolise les aliments, eh bien, tout cela, en fait, ça libère de la chaleur. Donc, en plein été, avec des fortes températures, eh bien, vous avez bien compris que votre corps va avoir plutôt tendance à réduire votre appétit pour justement éviter à tout prix une chaleur interne supplémentaire. Parce que finalement, manger, ça réchauffe le corps en quelque sorte. Et oui, c'est un terme très spécifique qui s'appelle la thermogénèse alimentaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre phénomène très important, c'est que lorsque vous avez chaud, eh bien votre corps, nous l'avons dit, veut maintenir votre température basse. Et pour ça, qu'est-ce qu'il utilise? La transpiration. Il va donc favoriser tout votre système vasculaire, le sang, vers votre derme, votre peau. Or, si vous vous mettez à manger, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, il va devoir digérer, donc extraire les métabolites de votre alimentation. Donc, vous demandez au corps d'envoyer du sang à votre peau et à votre tube digestif. Vous l'avez compris, pour lui, c'est un choix impossible. Choisir finalement, avoir une température basse ou digérer, impossible à choisir. Donc, on comprend bien qu'il y a un mécanisme de régulation extrêmement fin et ça se passe dans le cerveau. C'est lui le chef d'orchestre? Oui, c'est une région très importante du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Et dans ce centre-là du cerveau, eh bien, on va réguler à la fois la température corporelle, la faim et la soif. Et la bonne nouvelle, c'est que ces systèmes, en fait, ils communiquent en permanence entre eux. Donc, en période de chaleur, le cerveau va justement dire: bon, hydratation, température corporelle, urgent. On va plutôt diminuer la sensation de faim. Et c'est pour ça que naturellement, on a envie de boire des choses un peu plus fraîches, on a un peu plus envie de boire durant l'été. Et oui, et alors tout simplement, c'est dû au fait de se déshydrater, de perdre davantage de l'eau par la transpiration. Et donc là, le corps est intelligent, il va nous envoyer ces systèmes de signaux de soif. Et donc là, on a même tendance, et vous l'aviez rapporté tout à l'heure entre nous, juste avant l'émission, c'est justement on confond l'envie de manger quelquefois et l'envie de boire. On n'arrive plus à faire la distinction. Et généralement, d'ailleurs, on s'en rend compte parce que l'été, on va commencer à changer sa manière de manger. Qu'est-ce qu'on va manger, généralement? Des salades, des crudités, tous les aliments qui sont riches en eau, comme les fruits, mais aussi les aliments qui sont plus légers à digérer. Bref, vous avez compris, spontanément, vous allez choisir vous-même votre alimentation. Donc, avoir moins faim durant l'été, c'est quelque chose qui est plutôt normal. Pour autant, je ne sais pas vous autour de la table, mais moi, j'ai jamais perdu de poids durant l'été. Non, on ne perd pas de poids, malgré tout. On ne fait pas les bonnes choses, alors. Exactement. Alors, ça ne veut pas forcément dire, malheureusement, qu'on perd du poids. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on aime aussi faire l'été? Les apéros. Les apéros, Ah, les planches et tous ces repas qui ont l'air innocents, qui ont l'air petits, mais qui sont extrêmement riches en calories. On a tendance aussi à boire beaucoup plus d'alcool, qui est aussi calorique, de consommer des glaces, très riches en eau bien sûr, mais en sucre aussi. Et puis, il y a un mythe qui est tenace, que je voulais vraiment pointer du doigt. Il faut arrêter de dire « Ah ben je transpire beaucoup, je bois énormément d'eau, c'est sûr, je vais faire brûler la graisse. » Non, c'est un mythe qui est tenace. Et un petit rappel, si on se met à perdre très vite du poids l'été, c'est généralement pas la graisse qui a soudainement disparu, c'est plutôt une déshydratation qui a eu lieu, c'est une perte d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil très simple justement pour l'été et peut-être améliorer notre alimentation? Alors l'été, on va adapter, vous l'avez compris, son alimentation. On va plutôt choisir des repas légers, on l'a vu, fractionner ses repas plutôt qu'absolument faire des très gros repas. Des aliments riches en eau, c'est important de s'écouter. Toujours s'assurer des apports protéiques suffisants dans la journée, surtout pour les personnes âgées. Et surtout, vigilance sur l'alcool qui non seulement est calorique, mais qui en plus favorise la déshydratation. Désolé, la boisson à favoriser, c'est l'eau. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Diana Kadouche. Ouais. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction l'Aude. Et plus précisément Carcassonne. Car Carcassonne est un désert médical où de nombreux patients atteints de maladies chroniques n'ont pas de médecin traitant. Mais ils peuvent désormais être suivis dans un centre médical qui leur est réservé. C'est un Dahlia, un dispositif innovant d'accès aux soins. Géraldine Zamanski, Julie Ledru et Denis Moreau. Autour de la citadelle de Carcassonne, un désert médical. Et une oasis, Dahlia, un centre de soins original. Ce matin, Lucie Morange ouvre les lieux et accueille le premier patient,
René. L'appétit, ça va? Ça va. J'ai jamais été un gros mangeur. Oui, ok. Voilà. Ok. Et vous n'avez pas de trouble de la déglutition d'ailleurs Non, avec... non. ça va? Ça va. Votre voix, je trouve que ça s'est bien stabilisé. Ouais. Ok. Non, après, je m'habitue maintenant. Lucie connaît bien les pathologies de René, ses antécédents cardiaques et un cancer des cordes vocales qui lui laisse cette voix abîmée. Mais elle n'est ni médecin, ni infirmière, elle est assistante médicale, la dernière née des professions de santé. Et attention, 14,8. Le premier patient, on le voit en pré-consultation, donc juste avant le médecin, pendant 15-20 minutes, où on fait tout l'historique du suivi et on aide aussi psychologiquement autant qu'on peut. Et je pense qu'on a une présence pour eux qui est importante. Un rôle majeur dans ce dispositif innovant d'accès aux soins, réservé aux patients atteints de maladies chroniques sans médecin traitant. Ils sont accompagnés par une équipe, 3 assistantes médicales comme Julie, toujours présentes, des IPA, infirmières en pratique avancée, aux compétences renforcées, Merci. et une dizaine de généralistes qui se relaient au fil de la semaine en quittant leur cabinet. Ça fait 2 ans maintenant. Franchement, je me sens bien. J'ai eu un peu peur quand mon médecin traitant, que j'avais depuis 15 ans, a pris la retraite. Et j'étais content de me retrouver ici et que ça marche comme ça marche bien. On va à côté, je vais vous ausculter. C'est son médecin traitant qui a pu organiser le relais avec ce centre pour René. Désormais, en dehors des urgences, il voit son nouveau généraliste une fois par an, comme aujourd'hui. Grâce à la préparation avec Lucie, la consultation peut se concentrer sur l'essentiel. Nous, on est présents au niveau médical sur des temps restreints et on est donc plusieurs à intervenir. Donc c'est important à chaque consultation de bien prendre le temps pour être toujours à jour de leur état clinique et repérer les éventuels changements qu'il y a pu y avoir depuis la dernière fois pour s'assurer que les maladies restent dans un état de stabilité. Et donc là, l'ordonnance pour la prise de sang. Voilà. On est bon? On est bon. Parfait. À sa prochaine visite au centre, René verra son infirmière en pratique avancée, Lauriane Farge. Elle voit tous les 3 mois les patients stabilisés, comme André. Il est suivi pour du diabète et un cancer ORL. Ok, allez, c'est bon, vous pouvez descendre. Je dis pas le poids. J'ai toutes les compétences pour faire un examen clinique complet, vérifier donc si son état de santé et son traitement sont en adéquation. Si le patient se plaint de symptômes qui nécessitent un examen médical approfondi et par là même un diagnostic et un traitement adapté, le médecin, je peux à tout moment le déranger dans ses consultations, je l'appelle et je peux lui demander conseil. Pas de douleur dans la poitrine, pas d'essoufflement particulier. Vous marchez quotidiennement au moins... Oui, tous les matins. Je me plains de rien. Donc, tout est bon. Ce lien, ces rendez-vous réguliers d'au moins une demi-heure, permettent un accompagnement complet qui a fait ses preuves depuis l'ouverture du centre. Au fil du temps, on voit effectivement des patients avec une santé quand même précaire au départ, qui retrouvent confiance et que l'on remet en fait sur des rails, les rails des soins en fait.